Pendant 14 ans, on n'est pas venu en Israël parce qu'on était tellement tristes de ne pas faire notre alia qu'on était un peu fâchés. Et puis on est venu pour les vacances. Et là, en arrivant, je me suis mise à pleurer en me disant « c'est pas possible que je sois touriste ici en Israël, c'est ma vie, elle est ici ». Parce que pendant 40 ans, j'ai rêvé, même peut-être plus, j'ai rêvé de venir habiter en Israël parce que tant que j'étais pas en Israël, j'étais en exil. Et je l'ai toujours senti toute ma vie. Docteur Irène Fermont, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez vous. Vraiment, on est très touchés parce que on n'est pas là pour rien, évidemment. Vous venez de recevoir un prix, une distinction du ministère de l'Alia et de l'Intégration pour votre rapport exceptionnel à la société israélienne. Pour vous qui êtes là depuis 10 ans, vous qui êtes une ancienne de Centrale, qui êtes immunologue, vous avez travaillé dans la pharmacovigilance pendant plus de 20 ans, vous avez créé des départements de pharmacovigilance. J'imagine que tout ça, arriver ici, c'est assez jubilatoire. Complètement. C'était même mon rêve quand je suis arrivée en Israël. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose à Israël? Et je dirais presque, c'est ma prière. Chaque fois que j'allume mes bougies de Shabbat, je demande à Hachem de me donner la force, l'intelligence et le srout d'apporter quelque chose à Israël. C'est vraiment très touchant de vous entendre parce que quand on connaît votre background, quand on voit votre pédigré, on se dit, vraiment, après tout, elle aurait pu rester en France et continuer une très belle carrière, mais pour vous, c'était pas du tout votre souhait, vous souhaitiez vraiment venir ici. Absolument. J'ai décidé de faire mon alia il y a très très longtemps, mais ça a pris 40 ans. Mais pendant ces 40 ans, on a essayé et réessayé avec mon mari. Finalement, nos enfants nous ont devancés. Et petit à petit, et puis finalement, on a quand même réussi. Mais finalement, peut-être que le fait d'avoir attendu 40 ans, c'est comme ceux qui sont restés dans le désert. On apprécie d'autant plus de pouvoir réaliser son rêve, surtout quand c'est un vieux rêve comme ça. Vous étiez venue déjà lorsque vous étiez jeune étudiante en Israël? Absolument. J'avais rencontré mon mari à l'université de Jérusalem lors d'un séminaire de Manitou. C'était notre première phrase. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux faire mon alia et toi? Je veux faire mon alia. Voilà, donc ça a mis un peu de temps, mais on y est arrivé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, on a le courage de faire ses valises? Non, c'est pas un beau jour. Je dirais que c'est une préparation toute une vie. C'est se dire, mais jusqu'à quand on va retarder. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que tout ce que j'ai fait en France, ça m'a préparé à faire ce que j'avais à faire ici en Israël. Et donc, quand on a autant envie de venir et qu'on n'y arrive pas, et qu'on rencontre des obstacles, c'est peut-être qu'on a autre chose à faire. Alors, ça veut dire quoi? Rencontrer des obstacles. Pourquoi c'est compliqué? Pour trouver son équivalence au niveau professionnel, pour des questions d'installation, pour quelles raisons c'est compliqué? On est venu en 1980 en Israël avec mon mari. On avait 3 enfants et 2 enfants et le 3e en route. Et donc mon mari avait fini sa spécialité de chirurgien cardiaque et moi j'avais fini médecine générale et je devais faire ma spécialité. Donc on est venu pour faire notre alia. Et à ce moment-là, on nous a dit qu'il n'y avait pas de poste parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de toute façon de médecine privée et on ne pouvait vivre que si on avait un poste. Et on nous a dit aussi que tous les médecins qui avaient fait leurs études en Israël, qui étaient nés en Israël, étaient obligés de sortir d'Israël pour gagner leur vie. On nous a dit, venez, on verra. On n'a pas eu le courage. Après, on est revenu au bout de quelques années, on a réessayé. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Vous n'aviez pas de poste, toujours pas de poste? Il n'y avait pas de poste. Mon mari, il a besoin d'un bloc opératoire, il a besoin de réanimation. Il n'y avait pas de poste. Moi, je suis arrivée en me disant, on a dit, on ne demande ni Jérusalem ni Tel Aviv. En 1980, on était prêt à aller à Beersheva, à Tibéria, n'importe où. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Quand on a 3 enfants, on ne peut pas arriver comme ça. Et surtout, je crois qu'on avait très très peur de faire une irrida. C'était quelque chose qu'on n'aurait pas supporté. Et du coup, on est reparti en France et on a fait. Et vous veniez pour les vacances, en fait, en attendant de voir, ou vous veniez vraiment? Comment ça se passait? Alors, pendant 14 ans, on n'est pas venu en Israël parce qu'on était tellement tristes de ne pas faire notre alia qu'on était un peu fâchés. Et puis, on est venu pour les vacances. Et là, en arrivant, je me suis mise à pleurer en me disant,
c'est pas possible que je sois touriste ici en Israël. C'est ma vie, elle est ici. Et 3 mois plus tard, j'étais là. J'avais trouvé un travail qui pouvait me permettre de venir. Et puis petit à petit, j'ai travaillé avec l'Université de Jérusalem. Après, j'ai travaillé avec un ministère, je sais plus lequel. Et à chaque fois, on n'arrivait pas à déboucher sur quelque chose. Après, j'ai trouvé une société française qui m'a demandé de créer, et ça il y a 20 ans, de créer une filiale de cette société de pharmacovigilance française en Israël. C'est un rêve pour moi. Donc je suis arrivée, j'ai organisé un congrès à Tel Aviv, il y a eu 100 personnes, et puis cette société a fait faillite. Et donc, le rêve s'est écroulé. Voilà. Donc vous avez dû faire les valises et repartir. On n'avait pas vraiment fait une valise, on avait organisé tout pour venir, on avait déjà notre appartement, et nos enfants étaient arrivés les uns derrière les autres, donc en fait, tout était prêt, quoi. Et une fois, on a passé une nuit à faire nos CV, mon mari et moi, parce que l'armée arrivait pour prendre des médecins, pour recruter des médecins. En fait, ils avaient besoin de gynéco et de pédiatres, donc vous, ça marchait pas. Quoi. Ça a été des déconvenus comme ça, parce que vous vouliez vraiment venir. Mais quand vous dites nos enfants nous ont devancés, vous aviez de grands enfants qui étaient partis faire l'Aliyah avant vous? Et mes enfants sont partis presque tous après le bac, sauf une qui est venue après ses études de droit et qui a fait ses équivalences de droit. En fait, on a tout préparé, mais ça a mis très longtemps pour se préparer, mais peut-être que... C'est pour ça que ça a pu prendre cette forme-là, notre Aliyah. On vous sent très ému quand vous parlez de ça. Extrêmement. Pourquoi? Parce que pendant 40 ans, j'ai rêvé, même peut-être plus, j'ai rêvé de venir habiter en Israël, parce que tant que j'étais pas en Israël, j'étais en exil. Et je l'ai toujours senti toute ma vie. Et puis maintenant, recevoir ce prix, c'est aussi se dire que on a servi à quelque chose. Parce que quand on fait les choses, d'abord, j'ai eu une chance merveilleuse de trouver des gens autour de moi, de créer une équipe pendant ce Covid. Et avant, de trouver des gens aussi qui ont ouvert les portes et d'arriver à aider les autres autour de soi. Parce qu'on ne peut pas imaginer comment être ici sans partager avec les autres. Parce que c'est un pays où il y a des gens tellement hors du commun, tellement extraordinaires, tellement giborim, que on a besoin de se dire, il faut qu'on soit à la hauteur. Alors, quand vous êtes arrivé il y a 10 ans, vous avez fait du consulting un peu en privé. Aujourd'hui, c'est à titre complètement bénévole que vous œuvrez pour, on va dire, sur des questions en tout cas de santé publique, pour faire avancer les choses et les politiques en matière de santé publique, bien sûr sur le domaine de la pharmacovigilance aussi. Vous avez été très actif pendant le Covid, et ce que vous nous dites quand vous parlez de votre équipe, ce sont des gens comme vous, une équipe de bénévoles qui veut elle aussi faire avancer les choses et donner à Israël en fait. Absolument, c'était vraiment une expérience extraordinaire, parce que la première fois que j'ai fait une présentation sur le vaccin pour expliquer vraiment de façon très approfondie au grand public et aux professionnels de santé qu'est-ce que c'était ce vaccin, pourquoi est-ce que ça arrivait si vite, comment est-ce qu'on développe un vaccin, comment ça marche l'ARN. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu tellement de questions que je ne pouvais pas y répondre toute seule. Donc j'ai lancé un appel comme ça. Et il y a des gens qui sont venus vers moi d'un niveau absolument extraordinaire en me disant « mais oui, on va t'aider ». Et du coup, on a développé des questions-réponses. On a organisé 40 webinars en 1 an et demi, aussi bien en français qu'en anglais, qu'en hébreu, dans des écoles avec le Mahon Poa, par exemple, en hébreu. Et cette task force qu'on a constituée, d'abord, ce sont tous devenus des amis, bien sûr, des gens de tous les horizons, c'est-à-dire aussi bien des gens qui ont fait Sciences Po que des médecins, des pharmaciens, des épidémiologistes, des ingénieurs, des gens qui se sont mis à travailler comme des fous pour pouvoir aider à comprendre et à lutter aussi contre les fake news, qui étaient terribles. Et ça, c'était une aventure humaine extraordinaire. Alors quand on fait ça, on n'attend rien. Quand je vais dans une réunion où il y a des Français et qu'il y a des gens que je connais pas qui s'approchent de moi et qui me disent « on vous a écouté et on est allé se faire vacciner », mais je me dis peut-être qu'on a sauvé quelques vies. Et pour moi, c'est tellement suffisant. Donc ce prix,
C'est aussi se dire, est-ce que ce qu'on fait, on sait qu'on fait les choses aussi bien que possible, mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur, quand c'est le ministre de l'Alia et le Nassi qui apprécient ce qu'on a fait, alors allons-y, alors peut-être c'est quelque chose de bien ce qu'on a fait. C'est sûr. Alors justement, il y a eu on va dire un autre effet, une autre conséquence complètement inattendue pour vous, c'est que vous avez beaucoup parlé en Israël. Aujourd'hui, avec la force d'Internet, vous avez été aussi entendu en dehors des frontières israéliennes et du coup, ça vous a permis d'intégrer l'Académie de pharmacie. Ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, vous faites rayonner par votre présence dans cette académie Israël. Oui, ça c'est vraiment une très grande fierté. D'abord, d'avoir été choisie et élue par des gens que je ne connaissais pas du tout, puisque ce sont des pharmaciens et que moi je suis médecin, et d'être intégrée en tant qu'israélienne. Aussi, ça c'est très important pour moi. Et donc, je me suis un peu intronisée, entre guillemets, ambassadrice d'Israël, surtout dans le groupe Intelligence artificielle et médicaments dont je fais partie. Et à chaque fois, j'amène des Israéliens, des experts, et à chaque fois, ils sont absolument émerveillés devant le niveau de ce qu'on fait en Israël. Aujourd'hui, vous êtes là quand même depuis un petit moment, vous êtes acclimaté à cette nouvelle vie, vous avez choisi Jérusalem pour vous installer, vous êtes, on va dire, en adéquation à ce que vous imaginiez à l'époque? Non, je pense que même dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que j'arriverais à ça, non. Mais être ici, je ne peux même pas m'imaginer. Mais quand est-ce que j'ai vécu ailleurs qu'à Jérusalem? Voilà. J'ai une image pour parler de mon Alia, parce que j'étais tellement heureuse quand je suis arrivée. J'étais complètement euphorique et mes enfants me disaient mais quand même, tu as eu une belle vie, tu as eu une belle carrière en France. Et en fait, il fallait que je trouve une image. Et j'ai trouvé l'image. J'ai pensé à quelqu'un qui adorait la musique et qui vivrait dans un pays où il n'y a pas du tout de musique. Et alors, cette personne, elle se marie, elle a des enfants, elle fait son travail et elle réussit dans son travail. Et elle oublie qu'elle aime la musique. Puis tout d'un coup, elle arrive dans un pays où il y a beaucoup de musique et elle se rend compte qu'il y a une partie de son âme qui était complètement endormie et qui se réveille et qui vibre d'une façon nouvelle. Voilà, pour moi c'est ça mon Alia. Ça vous donne une énergie nouvelle pour créer d'autres projets, pour aller encore plus loin? Absolument, et pour moi c'est toujours d'abord continuer à représenter Israël et à faire parler d'Israël et de la façon extraordinaire dont Israël a géré le Covid et la vaccination. En temps réel, on regardait ce qui se passait ailleurs et ce qui se passait en Israël. Et donc on pouvait voir la différence. Donc on a un projet qui est de mettre en place un congrès de 2 jours, de le faire dans le cadre des accords d'Abraham, donc en décembre à l'année prochaine si Dieu veut. De le faire à Jérusalem et on espère avoir des sponsors parce qu'on aura besoin d'argent et d'avoir des partenaires, peut-être Qualita. Mais pourquoi pas? Pour faire quoi? Pour faire ce congrès qui s'appellera Covid Vaccine Game Changer. Pourquoi? Pour tirer la conclusion de ce qui s'est passé? On a beaucoup de leçons à tirer parce qu'on a appris beaucoup de choses pendant ces années. Ça va changer la médecine. La médecine, elle va avancer d'un bond. Les vaccins, le domaine des vaccins va complètement évoluer de façon différente, mais avec un énorme bond. Et je pense qu'on va apprendre aussi à parler de la communication sur le risque et des problèmes éthiques, c'est quoi la liberté individuelle par rapport au bien de la santé publique, parce que ça a été une des grandes discussions, comment combattre l'infodémie et les fake news. Donc, sur le plan légal, est-ce qu'on peut imposer ou pas aux gens de se faire vacciner, par exemple sur la polio? En sachant que si le monde entier est vacciné, on va faire disparaître le virus de la polio. Ce qui est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Est-ce qu'on doit rendre obligatoire, pas obligatoire? Doit-on faire les vaccins dans les écoles? Donc il y a des tas de problèmes qui se sont posés au niveau légal, au niveau sociologique, au niveau éthique, bien sûr au niveau médical, au niveau de la réglementation internationale sur comment on accepte un vaccin nouveau. Enfin,
c'est un chamboulement absolument ahurissant ce qui s'est passé. Donc j'espère qu'on va pouvoir tirer les leçons et qu'Israël sera au devant de la scène pour parler de son expérience. Alors quand vous dites dans le cadre des accords d'Abraham, vous voulez faire appel aussi aux pays qui nous entourent, aux pays arabes? Absolument, absolument. Je suis déjà en contact avec le ministère de la Santé des Émirats. Et j'espère qu'on va pouvoir avancer. Et vous cherchez aussi d'autres partenaires ou d'autres participants? Est-ce que vous êtes intéressé? Peut-être grâce à l'émission, des gens vont vous contacter? Absolument, absolument. Je suis en train de parler avec les gens de l'académie pour peut-être avoir aussi... J'ai déjà quelqu'un de l'académie qui va être de notre comité scientifique. Donc peut-être ils vont accepter d'être aussi des partenaires. Je suis aussi beaucoup en contact avec l'Inde. Et il y a une association de Global Pharmacovigilance Society qui a été créée et dont le siège est en Inde. Et j'espère qu'on va pouvoir aussi avoir un partenariat avec eux. Sur un autre plan, puisque c'est vraiment votre domaine, on va dire éviter les erreurs médicamenteuses ou les mauvaises prescriptions notamment, est-ce que Israël, par rapport aux autres pays internationaux dans ce domaine-là, est en retard? On a encore du travail devant nous. Et on a des forces qui ne sont pas dans d'autres pays et qu'on doit utiliser pour la pharmacovigilance. Et entre autres, c'est l'épidémiologie telle qu'elle est faite en Israël. C'est-à-dire que le fait qu'on ait 90% des données de santé qui sont informatisées, ça nous permet de tirer les leçons et de pouvoir éventuellement analyser les données de santé pour trouver des effets secondaires et ensuite pour avoir des actions pour faire de la prévention. Est-ce que c'est fait? Ça a été fait dans le cadre du Covid. On a été les premiers à trouver qu'il y avait des myocardites chez les adolescents, les garçons, et chez les jeunes hommes, alors que personne n'avait trouvé encore ce problème des effets secondaires des vaccins. Donc on a été capable de le faire et il faut qu'on continue et qu'on utilise cette expérience pour continuer à utiliser ce qu'on appelle les données de vie réelle. Et c'est là où est notre force. Sur ce parcours assez impressionnant, franchement, vous avez mené depuis que vous êtes là, il y a une image pour vous très forte qui vous reste en tête. C'est la tikva dans Beit Hanassi, entourée de mes enfants et de mes petits-enfants. Quand vous avez reçu ce prix? Oui, et c'est sentir qu'on a une place ici, en Israël. Qu'on a une place et qu'on sert à quelque chose. Sentir reconnu, accepté? Reconnu, c'est pas tellement le plus important. Ce qui est le plus important, c'est d'être utile. Et pour être utile, on doit être reconnu. Et pour moi, c'est un cadeau pour ma famille, c'est un cadeau pour mon mari qui m'a toujours soutenue, et c'est un cadeau pour notre task force, parce qu'ils ont été tellement extraordinaires. C'est la reconnaissance de tout notre travail. On a un site internet qui est vraiment de très, très haute qualité, reconnu par l'OMS. Et donc, j'espère qu'il va y avoir plus de gens qui vont l'utiliser et que ça va aider plus de gens à se décider sur leur vaccination.